je vous propose collectivement que nous commencions cette conférence. Donc, bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver après cette période de vacances. Tout d'abord, je suis enfin en mesure de vous annoncer une bonne nouvelle au début d'une conférence. Ça faisait longtemps, c'est un plaisir. Je vous annonce que nous pourrons, à partir du début du mois prochain, reprendre les conférences en présentiel sur le campus. Alors certes, avec une jauge bien réduite de spectateurs, mais permettant cependant un échange physique entre les étudiants et les invités, et nous en sommes ravis. Merci à l'administration de HEC d'ailleurs de nous faire confiance. Malheureusement, Monsieur Villani, nous n'avons pas la chance d'être face à vous aujourd'hui. Cependant, ne soyons pas trop gourmands, puisque vous avez déjà accepté notre invitation. Merci de votre venue. C'est un honneur pour HEC et HEC Débat que de vous recevoir aujourd'hui. Nous savons combien votre temps est précieux entre politique, mathématiques, écologie, entre toutes les problématiques sur lesquelles vous surfez. Et donc, nous vous en remercions d'autant plus d'être présent parmi nous ce soir, au nom de l'association encore une fois et au nom de l'ensemble des étudiants. Merci également, comme le veut la coutume, à nos partenaires, Mazars et le Champagne Le Brin de Neuville, de nous soutenir afin de vous proposer des échanges toujours plus intéressants, vous étudiants de HEC. Et puis enfin, merci à vous, en public virtuel, d'être présents pour assister à cette conférence, de nous faire toujours confiance. Et puis, soyez assurés de notre travail, de notre détermination. Coûte que coûte, nous continuerons de participer à notre échelle à la dynamisation de la vie intellectuelle à HEC. Je vais maintenant laisser la parole à Gwendal, qui a la dure tâche, Monsieur Villani, de résumer votre parcours en quelques mots. Alors, il n'a pas la fibre mateuse, c'est ce que je pensais, mais il m'assure que c'est le cas. Donc, nous verrons bien. Je le laisse faire de son mieux. Et moi, je vous dis à très vite pour une nouvelle conférence au nom de toute l'équipe HEC Débat. Bonne conférence à tous. Monsieur Villani, bonsoir et bienvenue. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à HEC Débat. Ce soir, dans ce Zoom, je ne pense pas me tromper en affirmant que tout le monde vous connaît, au moins de nom, mais permettez-moi de retracer très rapidement votre parcours. Vous êtes donc né en 1973 à Brive-la-Gaillarde, dans le sud-ouest de la France, et vous avez un goût très prononcé pour les mathématiques dès votre plus jeune âge. Passionné, vous intégrez l'école normale supérieure en 1992, êtes reçu à l'agrégation de mathématiques en 1994 et soutenez votre thèse en 1998, intitulée Contribution à l'étude mathématique des équations de Boltzmann et de Landau en théorie cinétique des gaz et des plasmas. Un intitulé qui, j'en suis certain, fait vibrer chaque élève assistant à cette conférence. Vous avez également été enseignant-chercheur en mathématiques appliquées à l'École normale supérieure de Lyon entre 2000 et 2010 et avez travaillé à différentes entreprises pour des grandes universités américaines comme Berkeley. Enfin, vous avez été directeur de l'Institut Henri Poincaré, institut de recherche mathématique situé dans le 5e arrondissement parisien. En 2014, vous étiez reçu dans l'amphithéâtre Blondeau à l'occasion de la conférence de rentrée. Alors, vous étiez présenté comme un grand mathématicien, lauréat de la médaille Fields que vous recevez en 2010, comme 3e Français à être honoré du prix Poincaré, ou encore comme amoureux des mathématiques qui travaille à les faire connaître du plus grand nombre. Tout cela est toujours vrai. En revanche, ce qui a changé depuis 2014, c'est votre implication dans la vie politique française. Après avoir soutenu la candidature d'Emmanuel Macron, vous vous présentez aux élections législatives de 2017 et devenez député de la 5e circonscription de l'Essonne sous les couleurs de La République En Marche. Vous conduisez d'ailleurs en 2017 une mission parlementaire sur l'intelligence artificielle, un thème qui sera abordé au cours de cette conférence. Puis viennent les élections municipales de 2020, durant lesquelles vous candidatez à la mairie de Paris en dissident, après que votre ancien parti eut nommé Benjamin Griveaux comme candidat officiel, qui sera lui-même remplacé par Agnès Buzyn. À l'issue de différents rebondissements sur votre candidature, vous êtes élu au conseil du 14e arrondissement, mais ne siégez pas au conseil de Paris. Aujourd'hui, vous jonglez entre politique, prise de position dans le débat public et mathématiques. Ainsi, votre connaissance et vos engagements vous confèrent une place de choix dans le sujet que nous allons aborder ce soir, qui sont le parallèle entre le monde politique et scientifique, la question des nouvelles technologies, en particulier l'intelligence artificielle, ou encore l'importance de l'éducation et de la recherche. Monsieur Villani, encore une fois, un grand merci et une très bonne conférence à tous. Merci Gwendal. Bonjour Monsieur Villani. Comme Gwendal l'a très bien résumé, votre parcours, on l'aura compris, a pris un tournant radical quelques temps après avoir reçu la médaille Fields lorsque vous décidez de vous engager en politique.
Depuis, les choses ont changé et vous avez pu construire vos idées, votre appartenance et votre identité politique autour de différents sujets de société. Tout d'abord, pourriez-vous nous expliquer la raison de ce tournant? Dans un second temps, pourriez-vous ensuite nous expliquer comment vous avez choisi ces sujets de prédilection en politique, notamment l'écologie, la cause animale, même des sujets plus pointus comme l'affaire Maurice Audin relative à la guerre d'Algérie? Merci beaucoup. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui. Un très grand merci en prenant la parole ce soir. D'abord, j'ai une pensée pour mes propres années étudiantes. Quand on est étudiant, c'est une période extrêmement importante dans sa vie. Je le vois d'autant plus avec le recul maintenant. Ça n'a pas été la seule pour moi, mais c'était une période de très grands changements. Et en particulier les années entre ma première année de prépa et ma troisième année de NES. Donc, il y a eu une période de 3-4 ans dans laquelle il y a eu plus de modifications sur moi et mon rapport avec les autres que dans tout le reste de ma vie. Sont des années extrêmement structurantes. Aujourd'hui, très, très, très sous le feu des projecteurs du fait de l'actualité du Covid et du fait de la tension extraordinaire que ça fait peser sur la vie étudiante. J'ai eu l'occasion d'animer des auditions sur le thème de la précarité étudiante et du malaise étudiant dans ma circonscription de Paris-Saclay, enfin, sur le territoire de Paris-Saclay qui relève en partie de ma circonscription. Et j'ai été extrêmement, je suis ressorti de là extrêmement inquiet de la situation actuelle, convaincu que les conséquences potentielles sur le monde étudiant des restrictions d'aujourd'hui sont bien plus inquiétantes sur le long terme que le Covid en soi, en tel qu'elle est convaincue qu'il faut arriver à rouvrir davantage les campus, que la jauge à 20% aujourd'hui en œuvre est insuffisante et qu'il faut remettre en œuvre beaucoup plus de vie et de présence. Je suis heureux d'avoir appris, comme vous, la bonne nouvelle qui a été annoncée au tout début de cet échange sur le retour de certaines conférences et échanges en présence. Ça, c'est ce que j'ai en tête en début de cet échange. Et puis, avant de répondre à votre question, je vais dire aussi que toute ma vie a été placée sous le signe de la transmission. Je suis issu d'une famille d'enseignants. Entre mes parents, mes oncles et tantes, ça fait déjà 5 enseignants. Moi-même, je me considère comme un professeur avant d'être un chercheur. Et toute ma vie a été placée sous ce signe en particulier, et aussi dans les questions politiques. L'insistance que j'ai eue en tant que mathématicien à faire énormément de conférences, à échanger sans arrêt, ça participait aussi de cette volonté de transmission, et on va en parler aussi de transmission politique. Alors, vous me demandez en politique comment les sujets sont faits. D'abord, je dois insister sur le fait que j'ai commencé à faire de la politique dès 2010. Avant, non, mais dès 2010, oui, mais d'une façon qui est passée complètement inaperçue ou très peu perçue, à travers un engagement dans les laboratoires d'idées, dans les think tanks fédéralistes européens. 2010, je participe au premier programme de Young Leaders, European Young Leaders, les jeunes leaders européens formés par Europa Nova et par un autre think tank dont le nom m'échappe là tout de suite, mais qui est très impliqué sur les questions européennes. Je me suis dans la foulée devenu vice-président du think tank Europa Nova, think tank ouvertement fédéraliste, dont l'ambition première est la construction européenne. Cela a été mon premier engagement politique et ça l'est toujours, même si l'actualité nationale a tendance toujours, dans notre pays, mais dans les autres pays aussi, à supplanter l'actualité et la politique européenne, et même si les thèmes nationaux ont tendance à supplanter les thèmes européens. Pour moi, la construction européenne est une nécessité, y compris une nécessité pour la France. Et je me considère comme un fédéraliste. Et c'est d'ailleurs dans ce cadre que j'ai rencontré Emmanuel Macron pour la première fois, c'était en 2013, si je ne dis pas de bêtises, à l'occasion de la préparation d'une conférence d'Europa Nova en Sorbonne sur la construction européenne, un colloque dans lequel on souhaitait qu'on parle de l'Europe du futur, l'Europe telle qu'on la veut, l'Europe de la santé, l'Europe de la culture, l'Europe des idées, l'Europe du progrès, l'Europe du rêve, pas seulement l'Europe de la finance et l'Europe de la politique. Et
les thèmes que j'ai abordés et développés pendant ces années correspondaient aussi à ma carrière. Un scientifique, c'est forcément international, ça voyage partout, ça se rend compte de l'importance des actions en synergie, ça se rend compte de l'importance des réseaux européens. On vit là-dedans. Et je m'inscris par là dans une tradition de différents scientifiques. Je pense à un Jean Perrin qui a été qui a été à une époque, dans les années 20, dans les années 30, dans l'entre-deux-guerres, à l'époque du Front populaire, une des figures majeures du rapport entre science et politique, du progrès vu comme un progrès scientifique autant que progrès politique, à travers la fondation du Palais de la Découverte, la fondation du CNRS, un peu plus tard. Et aussi dans la foulée bien plus récemment, d'un Henri Cartan, très grand mathématicien français, qui a été aussi un des fondateurs et des moteurs des mouvements fédéralistes en France et en Europe, et qui a même été candidat aux élections européennes à une époque avec un score qui était très faible, mais précurseur, et je me situe dans la foulée de ces pas. Donc, mais les premiers sujets auxquels j'ai pensé, et la raison majeure pour laquelle je me suis engagé dans La République En Marche, à une époque où je croyais que La République En Marche allait pouvoir porter de façon claire des sujets d'avenir, c'était la question européenne. Et le fait que la campagne d'Emmanuel Macron incarnait et insistait autant sur la question européenne. Après, le jeu de la vie politique nationale a fait que je me suis concentré et engagé sur d'autres sujets. Il y a eu d'abord le sujet de l'intelligence artificielle qui était un peu naturel au vu de toute mon implication en culture scientifique. Régulièrement, j'étais invité à faire des exposés sur l'intelligence artificielle pour des entreprises, pour des étudiants, pour toutes sortes de publics. Et c'est assez naturellement que quand au gouvernement ils se sont demandé comment faire, à qui confier une mission sur l'intelligence artificielle, ils ont pensé à moi. Ça a été un événement très très marquant, mission qui a duré 6 mois, qui a été riche d'énormément d'auditions et qui a abouti à un rapport qui a marqué, qui a eu beaucoup d'impact. Après, il y a eu la mise en œuvre, on pourra en parler plus tard quand on y reviendra, mais en tout cas, ce thème était lié à mon histoire scientifique. Vous évoquiez le thème Maurice Audin, il est lié à mon histoire aussi, scientifique et de fils de pied noir. Maurice Audin, c'était ce mathématicien français enseignant en Algérie, fervent partisan de la décolonisation, militant communiste, qui a été enlevé et assassiné par l'armée française en 1957 en débarrage des événements de la guerre d'Algérie. Et sa disparition, à ce jour toujours pas complètement résolue, a été pendant longtemps un des combats phares en rapport avec la mémoire d'Algérie, mais aussi une cause bien identifiée chez les mathématiciens. Donc, en tant que directeur de l'Institut Henri Poincaré, j'administrais des questions qui étaient liées à la mémoire de Maurice Audin. J'ai été président du jury du prix Maurice Audin pendant plusieurs années. J'ai fait des discours sur Maurice Audin en tant que mathématicien, à la fois à Paris et à Alger, et fait un certain nombre de conférences en Algérie. Donc, il y avait aussi cette histoire qui était là. Donc, la première réponse, si vous voulez, comme vous voyez sur ces exemples, c'est que les thèmes que j'ai approfondis en politique, c'est avant tout dans des thèmes avec lesquels j'avais une histoire particulière et un lien particulier. En Algérie, donc je disais, la question algérienne renforcée par le fait que mes deux parents sont nés en Algérie, que toute ma famille, sur plusieurs générations, a eu des liens en Algérie, a habité en Algérie, en partie ou en totalité, sur toute la durée de la colonisation. Et je fais partie de ceux qui croient très fortement aux sciences pour porter des projets politiques, pour porter des projets de liaison, des projets de lien, des projets de progrès. Alors après, il y a des sujets qui sont venus aussi pendant. Vous évoquiez la cause animale. La cause animale, je m'y suis mis à mon arrivée en tant que député. Alors, je faisais partie de ces gamins passionnés par les animaux, ceux qui avaient leur stock de fiches, qui étaient toujours plongés dans les animaux, qui étaient passionnés par l'évolution des espèces. Je pensais à une époque sincèrement devenir paléontologue. En tout cas, c'est la diversité du vivant, l'évolution des espèces, c'est la communauté de destin entre l'humain et toutes les espèces m'a toujours fasciné. J'ai dans le temps, à une époque, quand j'étais adolescent et plus tard jeune adulte, milité, donné aux associations de sauvegarde des baleines, de sauvegarde de réhabilitation des loups. Plus tard, je me suis investi j'ai beaucoup discuté avec l'association de protection des orang-outans et j'ai donné, etc. Donc, protection de la nature, c'était un thème
qui, dès que j'étais adolescent, me fascinait. Et je continue à penser que c'est l'un des thèmes absolument majeur aujourd'hui. On parle beaucoup, quand on pense à écologie, on parle de réchauffement climatique, mais la lutte pour la préservation du vivant et de la biodiversité n'est pas un sujet moins important et c'est pas un sujet moins inquiétant que celui du climat, à une époque où quelque chose comme 95% des vertébrés terrestres, ce sont les animaux, soit humains, soit domestiques, soit apprivoisés, soit d'élevage, et où tout le reste, les 4 ou 5% qui restent, c'est la faune sauvage. Dans une époque de tension aussi extraordinaire sur le monde du vivant, notre devoir d'humain, c'est de préserver ce vivant. Alors, ça, c'était donc mon intérêt. Quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale, il faut choisir les groupes de travail dans lesquels on s'inscrit. Et l'un des groupes de travail que j'ai pris par curiosité et empathie, je dirais, c'est celui du bien-être animal. Et c'est là que j'ai découvert la dimension politique du sujet, au contact de quelques députés qui étaient eux-mêmes très investis. Je citerai et qui sont aujourd'hui sur toute la famille politique. Aujourd'hui, les députés investis pour les animaux, vous avez Bastien Lachaud chez les Insoumis, vous avez Dimitri Houbron chez Agir Ensemble, vous avez Éric Diard chez les Républicains, vous avez quelques autres, c'est une poignée. Vous avez Ledoux chez les Agir Ensemble aussi, vous avez moi, c'est une poignée, mais ce sont des personnes extrêmement engagées, extrêmement sincères dans leur cause. J'aurais dû citer Dombreval, Loïc Dombreval, qui est le président du groupe d'études, qui est même vétérinaire et président du groupe d'études animaux. Et donc, au fur et à mesure, j'ai découvert l'ampleur politique de ce sujet. Et puis, j'ai approfondi, lu toute la littérature. J'ai lu littéralement ça d'épaisseur de bouquins pour parler de la cause animale, certains qui traitent de l'élevage, certains qui traitent du comportement animal, certains qui traitent de toutes les grandes causes, certains sous un angle de philosophie, certains sous un angle de militants, certains sous un angle scientifique. Aussi les contraires, ceux qui vont à l'encontre des militants de la cause animale. Et mon engagement s'est accru là-dedans jusqu'à être l'un des principaux porteurs, peut-être le plus identifié à l'Assemblée nationale sur ce thème. Ça a été un engagement qui m'a transformé personnellement. Je suis devenu végétarien dans la suite de cet engagement, et en premier lieu pour des questions de militantisme liées au bien-être animal. Et c'est l'un des sujets, là encore, où il y a l'engagement public et aussi le travail et la réflexion intérieure. Voilà. Je m'arrêterai sur cet exemple-là, mais comme vous voyez, il y a toujours dans les sujets que je porte politiquement un très fort engagement personnel. Non, tout à fait, un engagement personnel, et surtout, il n'y a pas que des choses qui ont rapport avec vos profils scientifiques. Mais un atout justement de vos profils scientifiques, c'est que vous bénéficiez de la parole scientifique, et un sujet important dans lequel la parole scientifique a une importance majeure, c'est l'écologie. Greta Thunberg n'a de cesse de dire aux politiques d'écouter les scientifiques, et en particulier les climatologues, et de s'unir derrière eux. Vous aussi, vous soutenez qu'il faut s'appuyer sur les experts, mais peut-être davantage dans l'optique de faire rimer écologie et nouvelles technologies. Ma question est la suivante. Dans quelle mesure les nouvelles technologies, et peut-être en particulier l'intelligence artificielle, peuvent-elles compenser les impacts environnementaux provoqués par le développement des usages et des services numériques? On entre tout de suite sur des sujets majeurs. D'abord, je suis heureux que vous citiez Greta Thunberg, l'une de mes héroïnes personnelles. Beaucoup de gens qui attaquent Greta Thunberg essayent de la dépeindre comme une prophétesse exaltée, radicale ou qui sait quoi. Quand vous écoutez le fond des discours de Greta Thunberg, elle dit toujours « écoutez la science, écoutez ce que disent les scientifiques du GIEC et appelez-leur et faites-leur confiance, ou au moins écoutez bien ce qu'ils ont à dire en matière de changement radical qui s'impose à nos sociétés. » Alors, évidemment, la question de la technologie et celle de la société sont des sociétés majeures par rapport à l'humanité, et notre statut d'espèce qui sans arrêt développe d'abord par la curiosité, ensuite par l'utilité des technologies nouvelles, et qui cherche à les employer au mieux avec des ressorts personnels, des ressorts collectifs. L'intelligence artificielle est l'une de ces technologies, ou l'un de ces ensembles de technologies qui sont en train de façonner l'avenir. Dans un
avec un démarrage qui est assez souvent confus, avec des avancées et des plateaux et des périodes de stagnation. Un sujet qui a commencé au milieu du XXe siècle, avec des précurseurs comme Alan Turing ou Claude Shannon ou John von Neumann. Un sujet qui a beaucoup changé au cours des dernières décennies. Quand moi j'avais votre âge, c'était un sujet de loser, entre guillemets. On ne considérait pas que c'était un sujet important, c'était réservé à quelques théoriciens passionnés. Nos enseignants à l'école normale supérieure nous auraient déconseillé d'aller dans ce sujet trop mou et sans réelle application. Et c'était vraiment l'esprit dominant. Un sujet qui était dominé par la logique et un sujet réservé à quelques spécialistes. Tout cela a changé. Aujourd'hui, c'est un sujet dont l'impact est considérable. Certaines techniques qui étaient considérées comme des impasses, je pense au réseau de neurones, ont été réhabilitées tellement que leurs promoteurs, les gens comme Yann Lequin, ont été décorés des plus prestigieuses récompenses de toute l'informatique. Et l'efficacité déraisonnable des réseaux de neurones fait partie aujourd'hui des grandes blessures narcissiques de la science. Comment ça se fait qu'on n'arrive pas à expliquer scientifiquement ce fait qu'on constate empiriquement à travers les algorithmes aussi efficaces. Et en même temps, c'est devenu extrêmement démocratique, c'est devenu l'affaire de tout le monde, l'affaire aussi de tous les gouvernements, où les grandes puissances du monde se battent à coups de milliards ou de centaines de milliards d'investissements sur des durées variées. Un sujet dans lequel les écoles sont devenues des atouts stratégiques majeurs, un sujet dans lequel les étudiants sont devenus aussi des choses extrêmement précieuses, si je puis dire, là où les gouvernements ne leur auraient guère accordé de crédit auparavant. Alors, on attend beaucoup de choses de l'intelligence artificielle. Comment est-ce que ça va aider dans la transition écologique ? La réponse majeure est que ces techniques d'informatique sophistiquées, elles ont une ambivalence par rapport à l'écologie, une ambivalence très claire, avec un poids, des impacts négatifs bien identifiés et des impacts potentiels positifs bien identifiés aussi. Quels impacts négatifs ? Impact négatif, d'abord, la consommation en énergie qui croît exponentiellement, la consommation en matériel qui est la plus inquiétante, la consommation en terres rares, le fait que ce soit des matériaux extrêmement peu recyclés, le fait qu'il n'existe pas aujourd'hui de smartphone durable, le fait qu'il y a des tensions sur un certain nombre de matériaux, sur le cuivre et sur certaines terres rares, qui donnent seulement au rythme actuel de croissance de la production quelques décennies, j'insiste bien, quelques décennies avant épuisement des stocks. Et des coûts énergétiques qui sont extraordinairement pesants, ne serait-ce que pour maintenir les extraordinaires bases de données. On voit des problématiques aujourd'hui numériques sobres qui sont invitées très fort. Tous ces constats que je vais dire, à la fois ils sont très sombres, en même temps ils peuvent tous être nuancés, parce qu'on arrive à faire maintenant des centres données, des data centers extrêmement efficaces énergétiquement, même si c'est très dur, il y a des controverses sur la façon de comptabiliser ça, parce qu'il y a des mouvements à l'œuvre pour un matériel assez durable, parce qu'il y a des mouvements à l'œuvre aussi pour utiliser beaucoup moins de données. On parle de travailler sur des small data au lieu des big data. Et il y a des algorithmes là-dessus. Et il y a beaucoup de choses qui sont à l'œuvre pour tempérer ces effets. N'empêche que la tendance globalement de ce secteur, elle a un impact négatif fort. Les secteurs informatiques en général et tout ce qui va avec les grandes données et les grands algorithmes singulièrement. Je vous renvoie pour ça aux travaux très documentés du Shift Project. Il y a controverse, et le Shift Project est en bisbille avec l'Agence internationale de l'énergie sur certaines de leurs estimations, et certains se sont élevés contre les évaluations du Shift Project. Après les avoir moi-même passé du temps à cuisiner les préparateurs des rapports du Shift Project, je pense que globalement, ils ont des estimations qui tiennent la route et qui nous obligent à voir cela avec une très grande vigilance. D'un autre côté, qu'est-ce que peut faire l'informatique et l'intelligence artificielle ? Beaucoup de choses, des prédictions, des diagnostics, des synergies. Elle peut aider à l'agriculture et aider en facilitant les prises de décision et la mise en contact d'intermédiaires et les cycles et les récoltes, aider à une agriculture plus efficace, à sa relocalisation, à accompagner celles et ceux qui travaillent à la transition agricole.
Elles peuvent aider à des identifications de maladies ou travailler sur les identifications de biodiversité dans les milieux. Aujourd'hui, énormément de recherches sur la biodiversité consistent à recenser les atteintes et les menaces qui pèsent sur les environnements. Combien est-ce que, par exemple, les halos qui viennent de la pollution lumineuse ont comme impact sur les faunes, sur les batraciens, sur les insectes, sur tout ce que vous voulez. Combien est-ce que les produits chimiques, la pollution chimique en général, qu'est-ce que ça a comme impact sur la biodiversité, en particulier des insectes. Sur tout ça, vous avez derrière des statistiques, des capteurs, des analyses d'échantillons ADN, des évaluations de biodiversité qui permettent de faire des diagnostics. Et là, derrière aussi, il y a des algorithmes. Et de façon générale, l'intelligence artificielle est là pour améliorer notre efficacité, nos prises de décision sur tous les processus, y compris celui de la transition environnementale. Alors, ça tombe bien que vous parliez justement de l'IA dans le futur. Je ne sais pas si vous aviez entendu parler de cette conférence qu'a donnée Laurent Alexandre à Polytechnique il y a quelques années, en pleine crise des Gilets jaunes, où il a parlé énormément d'IA et de comment est-ce que l'IA justement pouvait accroître, selon lui, considérablement les inégalités sociales. Et il avait dit cette phrase, il avait dit « L'intelligence artificielle lamine les petites classes moyennes avant de guérir le cancer ». Et il avait séparé la population entre substituables de l'IA et complémentaires de l'IA en s'adressant aux polytechniciens, en les citant comme complémentaires. Est-ce que vous vous retrouvez dans cette vision? Est-ce que vous pensez que, comme Laurent Alexandre, l'ensemble de la population ne sera pas capable d'absorber le choc technologique? C'est ses mots, hein, je reprends ce qu'il a dit. Et est-ce que vous pensez également que l'IA va accroître les inégalités sociales? D'abord, Laurent Alexandre est un provocateur. Ce n'est pas un scoop, c'est officiel. Ça fait partie de sa façon de communiquer, de prendre la parole et de son impact. On s'est toujours bien entendu, même si ça lui est arrivé ces derniers temps de me prendre à partie publiquement, quand j'ai dit que j'étais favorable à un moratoire sur la 5G, ou du moins à ce qu'avant de déployer la 5G, on prenne le temps de réfléchir à notre évolution en matériel, à l'obsolescence programmée, au fait, tout ce que je vous évoquais sur les portables et tout ça. Il a tweeté un truc du genre que ça y est, j'étais définitivement contaminé par les obscurantistes verts et qu'il n'y avait plus rien à tirer de moi, quelque chose comme ça. Donc, il nous est arrivé d'avoir des prises de position fortes à mon égard aussi. Maintenant, ce que je vais dire, là où il pose un problème important, c'est qu'il y a de grandes attentes qui sont sur l'intelligence artificielle. Et pour l'instant, ce qu'on a vu, ce sont des gains exceptionnels d'efficacité sur certaines tâches. On n'a pas vu de révolution sur des problèmes majeurs au service de l'humanité. On n'a pas vu de révolution pour l'instant de l'IA au service de la santé, même si vous avez des algorithmes, il parlait de cancer, qui détectent le cancer du sein sur des images médicales mieux aujourd'hui que n'importe quel humain. Et des outils de diagnostic qui sont juste exceptionnels. Et vous avez des protocoles qui sont améliorés avec l'intelligence artificielle, et la santé est l'un des domaines dans lesquels l'impact de l'intelligence artificielle sera le plus important. Parce qu'il y a beaucoup de données, parce que c'est très multifactoriel, parce que c'est très pragmatique, parce que ça manque de concepts scientifiques, etc., pour plein de raisons. Mais donc, il y a des choses qui sont extrêmement impressionnantes, mais pour l'instant, il n'y a pas encore eu la révolution. La combinaison de génomique et d'intelligence artificielle au service de la santé, on s'est présenté par beaucoup comme étant une révolution majeure qui se profile. Mais pour l'instant, la génétique n'a eu que peu d'impact sur la médecine. Ça viendra peut-être, pour l'instant, aujourd'hui, pas tant que ça. Et la médecine personnalisée, on l'attend encore. Ça viendra certainement, mais à quelle échéance, c'est à voir. Maintenant, sur le monde du travail, avant de savoir quel est l'impact de l'intelligence artificielle, il faut voir que déjà la numérisation a un impact sur le monde du travail qui, globalement, est… Là aussi, il y a plein de contestations, mais on peut dire qu'il est globalement négatif. Il y a plus de personnes qui perdent un emploi par numérisation de certaines tâches que de personnes qui en gagnent. Et pour l'instant, beaucoup plus. Alors, si on croit en la destruction créatrice à la Schumpeter, on se dit que les emplois qui ont disparu
finiront par revenir, que tout ça va se réorganiser. Sauf que vous ne pouvez pas dire à quelqu'un qui est au chômage, ne t'inquiète pas, patiente, d'ici 20 ans, de nouveaux emplois vont surgir qui vont aller vers du plein emploi et tout ça. Et on est aujourd'hui obligé effectivement de se poser la question de cette disparition et de l'accélération de l'emploi. La vérité est que personne ne sait à quel rythme ça va se faire et s'il y a lieu d'être vraiment inquiet ou pas. Et la personne ne sait parce que dans l'impact de l'intelligence artificielle, c'est toujours l'interface entre l'IA et les processus humains qui est la plus dure à prédire. Ça dépend de la façon dont la société réagit à telle ou telle innovation. Et on peut toujours savoir ce que va faire le programme, mais comment nous, on va réagir, c'est toujours la grande inconnue. De la même façon que les concepteurs de Twitter n'avaient jamais prévu que leur réseau serait, en 2021, le réseau numéro 1 sous le feu de la diffusion de la haine en ligne, des fausses nouvelles, ce qui serait le plus grand emblème de tension dans la diffusion des informations. Parce que c'est la façon dont nous, humains, on a réagi. De la même façon qu'on n'avait jamais imaginé que l'Internet et la connexion d'Internet, ça aboutirait à tous les problèmes qu'on a vus se développer ces dernières années. Là encore, diffusion de fausses nouvelles de façon phénoménale, le cyberharcèlement, tous les aspects négatifs. Il y a les aspects positifs, bien sûr, mais les aspects positifs. Se dire que les vidéos, vous avez des vidéos d'attentats qui ont dû être, que la puissance publique en Nouvelle-Zélande a dû, après les événements d'Auckland, c'était Auckland, je ne sais plus où c'était, a dû éliminer des réseaux sociaux des millions de fois sur une journée, tellement ils étaient mis, remis, etc. Ça montre bien le niveau d'incertitude qu'on a a priori sur la technologie. Et bien, l'impact sur l'emploi, c'est pareil. Personne ne sait comment ça sera. La bonne réaction par rapport à ça, et c'est ce que j'ai dit encore, j'ai eu des discussions encore récemment avec le cabinet de la ministre du Travail, Elisabeth Borne, là-dessus, c'est mettre en place des observatoires, des expériences au sein des entreprises, s'inscrivant dans un contexte une sorte de contrat global d'expérience. Voilà les nouveaux outils qu'on va expérimenter, dans laquelle on va faire en sorte que tout le monde retrouve sa place, mais on va voir comment est-ce que les tâches sont modifiées. Et quant à l'interrogation de Laurent Alexandre, je vais dire que même s'il a beaucoup de provocations, ce qu'il pointe comme un danger est un danger potentiel qu'il faut prendre au sérieux. Ce n'est pas forcément ce qui se passera en revanche. Et maintenant, le dernier commentaire que je vais faire, désolé pour ces très longues réponses, l'IA, souvent, ce qu'on observe, c'est qu'elle va menacer un segment médian, je dirais, ni les plus qualifiés, ni les moins qualifiés. Les moins qualifiés viennent toujours en complément pour beaucoup de tâches. Parfois, c'est injuste et tout ça, mais par exemple, on ne sait toujours pas faire de robots qui balayent. Un robot ménager, ça n'existe pas. C'est beaucoup, beaucoup plus dur qu'on ne croit de passer le balai. Vous avez toutes les configurations qui sont sur la configuration locale, ce que vous voulez. Vous allez me dire, n'importe quel humain ou presque sait le faire. Oui, mais un robot ne sait pas le faire. On a des robots qui font des algorithmes, qui jouent à la bourse, qui jouent au Go mieux que n'importe quel humain, qui détectent le cancer du sein, qui font tout ce que vous voulez, mais on n'a aucun robot qui sait passer le balai de façon satisfaisante. Et donc, sur ces tâches de très bas niveau en général, et je voudrais qu'on comprenne bien qu'il n'y a aucun mépris dans ce que je dis, pour l'instant, les humains ne sont pas attaqués par les compétences IA. Sur les tâches de très haut niveau non plus. C'est surtout l'intermédiaire qui a le plus d'inquiétude éventuellement. Au niveau des établissements hospitaliers, on pourrait dire que les médecins peuvent être plus inquiets que les infirmières. On aura toujours besoin d'infirmières, d'auxiliaires, parce qu'il y a tout le travail de compassion, le travail d'humain qui vient avec. Il ne faut pas forcément avoir fait de très longues études, mais il faut avoir de très grandes qualités humaines pour faire ça et c'est capital. Et là, les robots, ils sont complètement largués. Tandis que les diagnostics, la marche à suivre, les choses un peu plus savantes, là, l'algorithme il peut arriver et se révéler être une menace au sens de l'emploi. Alors, j'aimerais vous poser une question un peu plus scientifique. Beaucoup d'étudiants ont demandé à notre président de parler de science également ce soir et pas seulement de politique. Le plan quantique. Emmanuel Macron a annoncé il n'y a pas si longtemps que ça, sur votre plateau de Saclay, un plan d'investissement national de 1,8 milliard d'euros dans les technologies quantiques.
l'enveloppe, c'est à la fois les efforts de l'État, des organismes affiliés, mais aussi des crédits européens et ça concerne aussi le secteur privé, pardon. Et la France passera ainsi de 60 millions d'euros par an de dépenses publiques pour la quantique à 200 millions d'euros par an, ce qu'il faut comparer peut-être à l'effort annuel des Américains de 400 millions de dollars. Pardon. Est-ce que vous pouvez essayer de nous expliquer un peu qu'est-ce qu'elles promettent, ces technologies quantiques? Est-ce que c'est la nouvelle révolution après l'IA? Et est-ce que finalement cet effort européen et français, il est à la hauteur? Et qu'est-ce qu'il va permettre? Voilà. Et peut-être, si on pouvait avoir une réponse un peu plus rapide, parce qu'on a un professeur qui vous a préparé une question et qui aimerait pouvoir avoir une réponse également. Voilà, merci beaucoup. Oui, merci beaucoup. Content que vous évoquiez ce discours, qui est un discours important et dont les médias n'ont retenu que la petite phrase sur les 66 millions de procureurs qui n'avaient essentiellement aucun rapport avec le cœur du discours. Technologie quantique, on peut faire un parallèle avec l'intelligence artificielle en ce que c'est aussi une technologie moderne développée aujourd'hui qui va changer la façon de calculer. Mais il y a de très grandes différences. L'IA, c'est l'affaire de tout le monde, alors que la technologie quantique, c'est l'affaire d'un petit nombre d'experts. L'IA, c'est quelque chose d'assez flou dans lequel on peut faire des essais, des erreurs. Yann Lequin répète sans arrêt que c'est extrêmement, extrêmement flou la programmation en IA, alors que technologie quantique, c'est quelque chose de faire être extrêmement précis et extrêmement rigoureux. Une nouvelle façon de programmer. Ça va changer les architectures. Un changement déjà des architectures liées à l'intelligence artificielle et au réseau de neurones, c'est l'arrivée de ce qu'on appelle les unités de processeurs graphiques, les GPU, aux côtés des architectures classiques des CPU des ordinateurs. Le quantique va apporter encore un troisième type d'architecture, voire davantage, parce qu'il y a plusieurs types d'architecture quantique. Je vais faire de la publicité aussi pour l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, l'OPEX, que je préside au Parlement, 18 députés, 18 sénateurs. On a publié, entre plein de sujets, 3 notes sur les technologies quantiques. C'est moi-même qui en étais le rapporteur. Une sur les architectures, l'informatique quantique, une sur la cryptographie quantique, une sur l'algorithmique quantique. Et sont toutes ces technologies visant à exploiter le fait qu'en physique quantique, on peut travailler sur plusieurs états à la fois. Tous entendu parler du chat de Schrödinger qui est à la fois mort et vivant, du fait qu'une particule dans une combinaison de plusieurs états, on peut le voir comme une source d'incertitude, mais aussi comme une source de parallélisme, si on veut dire, comme une particule va être dans une combinaison de plusieurs états, combinaison au sens de combinaison linéaire, 20% de ceci, 30% de cela, on peut agir sur tous ces états-là à la fois et mener ces espèces de calculs de façon parallèle avec une efficacité extraordinaire quand ça fonctionne. On sait que certains algorithmes qui aujourd'hui de cryptage qui aujourd'hui sont sûrs parce qu'aucun ordinateur classique ne peut les casser pourront être cassés par un ordinateur quantique. Par exemple, la factorisation des très grands nombres premiers, etc. Et on sait aussi que l'ordinateur quantique, il viendra. En revanche, quand c'est vraiment un problème ouvert, ça se trouve, c'est dans 10 ans, ça se trouve, c'est dans 50. Quand est-ce qu'il deviendra effectivement plus efficace que les ordinateurs actuels? Alors, vous avez plein de communications de la part de Google ou d'autres grands acteurs sur l'ordinateur quantique. Évidemment, vous avez une part de marketing qui est exceptionnelle et il ne faut pas du tout croire que c'est aussi beau que ce qu'on voit dans ces publicités. Et les changements dans la façon de calculer pourront être exceptionnels. Alors attention, certains problèmes se prêtent très bien au quantique et d'autres non. Ça ne va pas être la mort de l'architecture classique, ça sera plutôt le fait qu'ils viendront les uns les autres en parallèle et puis on verra comment comment distribuer, répartir le calcul. Ce sont des thèmes de recherche fascinants. Sur le plan quantique, oui, ça met la France en 3e position mondiale pour les investissements publics. Grande question maintenant sont les investissements privés, et comme toujours en France, comment le public et le privé vont aller ensemble et comment faire en sorte qu'on puisse avoir un investissement durable dans les actions de formation, pas seulement au niveau industriel. Alors justement, je me suis un petit peu intéressée à la question et j'ai comparé les levées de fonds des startups dans les technologies quantiques américaines et les startups françaises. Et pour les américaines, je pense notamment à PsyQ, ils ont levé 560 millions de dollars. Et peut-être vous connaissez Candela sur le plateau de Saclay, c'est plutôt 1-2 millions d'euros. Est-ce que vous pensez que finalement, c'est les investisseurs qu'il faut convaincre avant les institutions européennes et françaises? Voilà, et puis après, le prof, enfin, Monsieur Stotz, parce que là, je déborde.
Ce qui est certain, c'est que la France se caractérise par un sous-investissement privé, premièrement. Évidemment, ce n'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur. C'est la France, mais c'est l'Europe en général aussi, hein. Les sommes que nos voisins allemands mettent sur le quantique sont pas meilleures dans le secteur privé, c'est l'Europe en général. Et deuxièmement, quand les fonds arrivent dans les modèles européens, c'est souvent un financement sous forme de crédit. Enfin, c'est la dette. On vous donne de l'argent, puis vous le remboursez. C'est pas, alors que dans le modèle américain, c'est beaucoup plus sous forme de participation. C'est du capital risque. Ce sont les investisseurs viennent, participent à la gouvernance, et à tout ce que vous voulez, et sont des réflexes différents aussi. L'Europe a besoin de façon très forte, bien sûr, de progresser sur l'investissement privé et de progresser sur les participations. Merci beaucoup. On a donc maintenant une question du professeur de statistique à HEC, Monsieur Gilles Fortin-Stolz, qui va s'afficher à l'écran. Bonsoir Cédric, bonsoir chères étudiantes et chers étudiants. J'aurais une question sur le management de la recherche via son financement. Pour une école de management qui fait de la recherche, je pense que Bonsoir Cédric, bonsoir chères étudiantes et chers étudiants. J'aurais une question sur le management de la recherche via son financement. Pour une école de management qui fait de la recherche, je pense que c'est parfait comme question. Quelques éléments de contexte tout d'abord. Le premier élément de contexte, c'est de me présenter. Je m'appelle Gilles Stolz, je suis mathématicien, professeur affilié à HEC Paris et délégué syndical CFDT. Quand j'ai démarré ma carrière, au tout début des années 2000, le financement était purement sur crédit dit récurrent, c'est-à-dire donné au laboratoire d'année en année sur le fondement d'une évaluation collective. Vers le milieu des années 2000, nous sommes passés, en tout cas dans la recherche publique, à un système qui semblera très naturel. À vous tous, chers étudiants rassemblés ici, des financements par projet. Les chercheurs doivent écrire des projets, c'est-à-dire envisager par avance les résultats qu'ils obtiendront, comme si on ne faisait pas de la recherche avec une part d'aléa, mais de l'ingénierie. Soumettre ces projets à l'évaluation de leurs pairs et prier pour obtenir un financement, pour embaucher des étudiants en thèse, des chercheurs contractuels, etc. Ce qui arrive dans environ 25% des cas pour simplifier. Tout au long d'un projet financé, il faut bien évidemment remplir des rapports d'avancement environ tous les 6 mois. On peut penser que les décideurs publics voient un tel système d'un très bon œil, parce qu'ils ont l'impression de piloter les activités de recherche. Moi, je préférais franchement le système ancien, piloté par la curiosité et l'initiative individuelle, et qui, en un sens, contenait une plus grande part de risque. Oui, parce que dans les projets de recherche, les chercheurs ne vous vendent que des travaux qu'ils ont déjà commencé à faire et dont ils pensent qu'ils vont aboutir. Bref, le nouveau système semble également concentrer les ressources dans un plus petit nombre de laboratoires, les fameux endroits d'excellence. Chers étudiants, vous serez peut-être surpris de ma question, mais pas toi Cédric. À quand le retour à un moindre management de la recherche publique? Je précise au passage, s'agissant d'HEC, que cette dernière a un mode de financement différent des activités de recherche, procurant à ses enseignants-chercheurs des budgets personnels de base tout à fait suffisants pour ne pas avoir à remplir en permanence des demandes de financement, même si évidemment HEC apprécie qu'on remplisse des demandes de financement. Et tout cela permet aux enseignants-chercheurs d'HEC de se consacrer à la recherche en elle-même, ce qui est fort appréciable et apprécié, je vous l'assure, par mes chers collègues, surtout quand on envisage en comparaison la situation de nombreux laboratoires universitaires. Merci pour cette question. Merci Gilles pour ta question. Il y a de quoi passer la soirée à discuter de ce sujet extraordinairement complexe, et de fait, on a discuté pendant quelques dizaines ou centaines d'heures en hémicycle dans le cadre de la loi pour la recherche, de la loi de programmation de la recherche. Je vais dire que, d'abord, j'ai effectivement connu moi aussi les deux systèmes. Je suis devenu professeur en 2000 à l'École normale supérieure de Lyon, et j'ai vu les changements dans les budgets, l'arrivée de l'Agence nationale pour la recherche, l'arrivée du financement par projet.
je suis convaincu que le statu quo ante n'était pas tenable. On n'aurait pas pu rester sur un mode de financement qui était quasiment complètement du crédit récurrent, du crédit de base, comme on dit. Et qu'on avait besoin d'introduire, comme toutes les grandes nations de recherche, une agence à projet. Maintenant, force est de constater que cette agence de projet, que l'équilibre entre les deux n'a à ce jour pas été trouvé. Pour un certain nombre de raisons. Les processus ont été révisés plusieurs fois, parfois ils étaient trop courts, parfois ils étaient trop longs. Par rapport à d'autres grands pays, la France se caractérisait par une agence sous-dotée. Qui dit Agence nationale pour la recherche sous-dotée dit des financements qui sont trop faibles et le fait que vous êtes obligé de candidater, recandidater pour un retour sur investissement qui n'est pas suffisant parce que les taux d'échec sont très importants. Et la montée en puissance de l'Agence nationale de la recherche était indispensable et c'est l'une des mesures majeures qui ont été là, l'un des points les plus importants dans le bon sens du terme de la LPR. On était dans un entre-deux là qui était pire que tout. Deuxièmement, la France se caractérise par une multitude de tutelles. Là, c'est typique dans la complexité, dans le millefeuille français, qu'on retrouve dans le millefeuille territorial, qu'on retrouve dans le millefeuille administratif, sur tous les sujets, depuis la crise du Covid jusqu'à l'urbanisation, tout ce que vous voulez. On le retrouve aussi dans la recherche. Qui dit millefeuille, dit aussi multitude de tutelles. Vous avez des laboratoires qui doivent rendre des comptes à une demi-douzaine de tutelles différentes, des évaluations qui viennent là dans tous les sens. Vous y rajoutez les contrats territoriaux, ça fait quelque chose qui est extrêmement pesant. L'administration a l'habitude de peser sur elle-même, mais là, elle fait peser un poids sur sa recherche aussi. J'insiste bien, tout ce qui est évoqué de lourdeur du processus par Gilles Stolz, ce n'est pas seulement du fait de politique gouvernementale, c'est aussi de la tendance de la société, y compris de la société de la recherche, à une augmentation exponentielle de l'administration, des contrôles, de tout. Ce sont des contrôles tatillons, y compris de la part du CNRS. Je pourrais donner plein d'exemples que j'ai vécus moi-même, liés aux ordres de mission, liés à telle ou telle garantie juridique et tout ce que vous voulez. Et chaque fois que quelqu'un essaye de simplifier, ça semble se retourner en boomerang, en effet de complexification de l'ensemble. Ça, c'est une malédiction qui n'est pas que dans la recherche. Elle est identifiée. L'échéance légale qu'il y a eu là, la loi de programmation pour la recherche, c'est surtout une question de moyens. Et il s'agissait d'augmenter les moyens pour revaloriser sur la durée pour revaloriser les salaires, pour revaloriser l'ANR et pour revaloriser certaines lignes budgétaires. Ça n'a pas vraiment simplifié les choses. Quand est-ce que viendra un rééquilibrage et quand est-ce qu'on pourra dire que le système est piloté d'une façon qui nous convienne? Je ne sais pas. Le plus tôt possible sera le mieux. Il faudra encore de longues années. L'autonomie des universités, réforme qui avait été initiée sous le mandat de Valérie Pécresse au ministère de la Recherche, était une réforme indispensable aussi. On ne pouvait pas continuer avec des universités qui soient directement pilotées par l'État. Ça aboutissait à plein de contresens. Mais nous n'avons toujours pas non plus trouvé les bons équilibres aujourd'hui. Ça fait plus de 10 ans maintenant, ça fait peut-être 12 ans. Mais nous sommes peut-être au milieu du gué pour ce genre de grands changements qui ne sont pas seulement dans la politique, mais aussi dans la culture et dans l'administration. C'est très, très long, hélas. Merci, Monsieur Villani. Nous avons donc posé nos questions à Agathe et moi, les questions prof. C'est maintenant à vous, cher public, de poser les vôtres. Pour ce faire, il suffit d'appuyer sur l'option « Lever la main » sur Zoom et vous pourrez ensuite poser vos questions face caméra. Ah, on a une première main levée. Daniel. Oui, bonjour Monsieur Villani. Merci beaucoup pour votre intervention. J'ai une question. Donc, j'ai fait une prépa scientifique et j'ai entendu beaucoup de fois mes professeurs dire que le niveau baissait en maths au fur et à mesure. Ils trouvaient que le niveau vraiment était nivelé vers le bas et je voulais avoir votre avis un petit peu là-dessus. Donc voilà, merci beaucoup. Réponse courte, oui. Il y a un mouvement de fond de baisse du niveau moyen enregistré en France et qui s'applique à tous les niveaux
du cursus scolaire dès l'école primaire. Et avec un certain nombre de raisons liées aux ressources humaines, liées à la formation des enseignants, liées aux horaires tout simplement, liées au malaise enseignant, qui est une réalité quand les enseignants, en particulier au collège, mais pas seulement, vous disent qu'ils ne se sentent pas bien traités par le système, pas assez valorisés, etc., etc. Il faut les écouter, c'est vrai, et un devoir collectif d'améliorer tout cela qui est très important. Quand vous regardez les évaluations sur l'expression écrite, ce n'est pas brillant non plus. Alors, maintenant, attention, on parle ici du comportement moyen. La France se caractérise par des écarts considérables, parmi les plus grands écarts de toute l'OCDE, entre ceux qui ont les meilleurs résultats et ceux qui ont les moins bons résultats. Et la frange qui se débrouille le mieux, celle qui après se retrouve à faire de la recherche, ne se débrouille pas plus mal aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Le niveau des jeunes chercheurs français, il est aussi bon que ce que c'était dans le temps, quand moi je me lançais dans la carrière ou quand mon directeur de thèse se lançait dans la carrière. C'est l'ensemble du système globalement qui, en moyenne, est en baisse. Alors la baisse, elle est incontestable et elle dure depuis 30 ans sans discontinuer. Et il faut le regarder en face. Ça faisait partie aussi d'une mission que j'ai rendue au ministre Jean-Michel Blanquer, mission menée avec Charles Torossian sur les leviers à lancer pour remonter la pente en mathématiques. Pas d'autres questions? On a reçu d'autres questions en ligne. Ah si, on va prendre d'abord celle en face caméra. Vas-y Alexis. Oui, bonsoir Monsieur Villani. Vous citiez des mathématiciens au début de votre présentation. Je pensais à quelqu'un en 1970, Grothendieck avait fondé un groupe Survivre et Vivre et quitté la recherche mathématique pour résoudre la crise environnementale. Et en 2015, vous vous lanciez en politique. Est-ce pour des raisons similaires et est-ce que vous faites un parallèle entre son parcours et le vôtre? Et enfin, comment pensez-vous aller plus loin? Beaucoup de questions. D'abord, je ne chercherai pas à faire une comparaison avec Grothendieck, ce serait extrêmement prétentieux de ma part. Alexander Grothendieck est un personnage qui a vraiment un statut mythique dans le monde mathématique, peut-être le plus influent de tous les mathématiciens de la seconde moitié du XXe siècle, avec une histoire personnelle aussi très très forte. Il y a son histoire familiale, il y a son rapport avec l'autorité, il y a tout ce que vous voulez. Je n'ai pas ici développé. Vous trouverez les informations dans les bonnes sources, y compris Wikipédia. Je noterai aussi que Grothendieck apparaît dans l'une de mes bandes dessinées, dans la bande dessinée de science-fiction que j'ai faite avec Edmond Baudouin, qui s'appelle Balade pour un bébé robot. Il y a 2-3 planches qui évoquent, sous une forme romancée un peu onirique, le parcours de Grothendieck. Grothendieck a effectivement, en 1970, fondé Survivre et Vivre et a été l'un des précurseurs d'une écologie radicale. Il a côtoyé des gens comme José Bové et d'autres qui ont été dans certains des initiateurs, des grandes figures. Il a vu juste assez tôt sur le fait justement que l'environnement deviendrait le problème majeur auquel l'humanité était confrontée. Ce n'est pas le seul à cette époque-là. Dans les 70, s'il fallait citer qu'un seul parmi les philosophes qui ont alerté de façon extrêmement forte et qui sont aujourd'hui des références très importantes en écologie, je pourrais citer Ivan Illich, qui écrivait exactement à la même époque. Grothendieck était marquant aussi par sa façon de s'engager tout entier dans les problèmes avec un niveau d'intensité qui a été rarement égalé dans l'histoire des sciences. Et puis Grothendieck est très marquant et précurseur à sa façon de s'interroger sur le progrès scientifique. Il y a des conférences de lui, finalement, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Se demander pour le sens, à être très intransigeant sur les questions éthiques. Bon, également avec parfois un radicalisme qui l'a poussé à certains moments à se couper du monde mathématique. Vous me posez la question, comment est-ce que moi je compte avancer plus loin avec
une carrière politique qui a tiré les leçons de la dure campagne municipale dans laquelle j'ai été impliqué et aussi de mon apprentissage en tant que député, et aujourd'hui impliqué dans un collectif parlementaire. C'est plus un groupe parlementaire, mais c'est toujours un collectif qui s'appelle Écologie, Démocratie, Solidarité, aux côtés d'autres députés comme Delphine Batteau et Mathieu Orphelin, et qui est toujours très actif sur ces questions d'écologie, de démocratie et de solidarité, avec la conviction que la transition écologique ne peut pas se faire sans un très fort travail sur la démocratie, parce que ce sont des questions de société, des choix de société qui doivent être une expression collective, et ne peut pas se faire sans un grand travail de solidarité, parce que ce sont des questions de choix durs qui demandent un sentiment de justice sociale sans lequel on aboutira à des conflits internes extrêmement forts. Et puis, je suis occupé à faire vivre l'Office parlementaire scientifique que je préside, dont j'ai été vice-président et que je préside depuis plusieurs mois, et donc à renforcer aussi de façon institutionnelle le lien entre science et politique, en renforçant cet office par son programme, par ses ressources humaines et tout ça. Je suis en train de travailler sur la création d'un laboratoire d'idées. Ça prendra un certain temps parce qu'il faut qu'il soit bien comme je le souhaite, très axé sur l'international, axé sur les transitions de société, dans laquelle la science éclairera le politique, tout en se souvenant bien qu'à la fin, c'est le politique et pas le scientifique qui doit décider. Et dans la décision, il y a les aspects scientifiques et analytiques, il y a aussi les choix de valeurs et beaucoup d'aspects qui ne peuvent se mettre en équation. On va maintenant donner la parole à Swan. Bonsoir, Monsieur Villani, merci pour votre intervention. J'avais une question, donc on voit bien que la parole scientifique n'est pas forcément toujours écoutée dans notre monde à l'heure actuelle. Madame Merkel est physicienne de formation, il me semble, et je voulais savoir comment vous expliqueriez que vous êtes une des seules figures scientifiques finalement dans le monde politique en France. Ça n'a pas toujours été comme ça. Il y a eu dans l'histoire française un certain nombre de scientifiques reconnus qui se sont engagés en politique de façon très forte. Ça a été particulièrement fort au moment de la Révolution française, un peu avant, un peu après, et ça a été particulièrement fort aussi dans l'époque de l'entre-deux-guerres et l'époque du Front populaire. Et des personnalités comme Jean Perrin, mais aussi Émile Borel, mais aussi les Curie étaient des personnalités scientifiques également très engagées dans les questions politiques. On peut citer, alors je vais citer Gaspard Monge comme l'une des grandes figures dans cette fresque sur le lien entre science et politique. Gaspard Monge, l'un des fondateurs de l'école polytechnique, l'un de ceux qui ont favorisé la carrière de Napoléon et qui l'ont même fait admettre à l'Académie des sciences. À toujours souvenir, Napoléon reste la référence à travers le monde de leaders politiques avec une formation scientifique très forte. Et donc, ça n'a pas toujours été le cas. Maintenant, en France, aujourd'hui, effectivement, peu de scientifiques se retrouvent en politique, contrairement à d'autres pays comme l'Allemagne ou de façon encore plus forte, encore plus impressionnante, la Chine. Et à quoi c'est dû? Pas mal de choses, mais si je devais citer juste un ou deux facteurs que j'ai pu expérimenter en tant que député, la grande méfiance qu'on peut avoir quand on est scientifique pour la communication politique. Communication politique, c'est quelque chose c'est sans arrêt dans l'approximation, dans la polémique permanente. Regardez l'absurde polémique qui est au devant de l'actualité ces derniers jours. C'est quoi? C'est les repas dans la cantine lyonnaise, qui est parti de rien, parce que c'était juste une mesure pragmatique, qui a dévié sur un débat idéologique sur faut-il consommer de la viande ou pas, qui a vu certains membres du gouvernement prendre parti de façon juste inadmissible dans un sujet qui ne relevait pas de leur domaine. Et c'est incroyable, une telle communication. Vous voyez ça, vous dites, qu'est-ce que je vais, moi, scientifique, aller faire en politique? Dans ce débat, qu'il soit clair, je suis totalement à 100% du côté du maire de Lyon, by the way. Mais tout ça, c'est pour vous dire, communication politique est tellement, tellement différente de la communication scientifique, ça a quelque chose d'effrayant. Et on voit bien tous les écueils, ce que ça peut représenter comme frein. Je pense que les collègues scientifiques
qui ont vu mes débats et dans certains cas mes déboires dans le monde politique, pour la plupart se disent « j'ai pas forcément envie de faire comme Cédric et de me lancer dans la carrière ». Et c'est un sujet. On a besoin de davantage de scientifiques en politique, bien sûr, et on a besoin de multiplicité de regards. Florian, qui attend depuis longtemps, tu peux poser ta question. Oui, bonsoir Monsieur Villani. Alors ça tombe bien parce que ma question du coup prolonge ce que vous étiez en train de dire. Valéry Giscard d'Estaing disait il y a quelques années qu'il serait bon de remettre en place des dirigeants de culture scientifique dans le gouvernement français. Et ma question c'est, bon déjà j'imagine que vous êtes plutôt d'accord avec lui, et qu'est-ce que, à votre avis, ça apporterait? Alors lui, il prêchait pour sa paroisse aussi, puisqu'il était polytechnicien. On a besoin, je l'ai vu aussi à l'Assemblée, on a besoin du regard de scientifiques dans le débat public. Et on a besoin qu'ils soient en contact étroit, régulier, les scientifiques avec les politiques, pas juste sur le mode d'une question et un rapport. Dans le temps, quand l'Académie des sciences a été créée dans les années 1660, le roi avait un sujet sur lequel il avait une question, il posait la question à l'Académie planchait, lui faisait une recommandation. La possibilité existe toujours, mais ça prend tellement de temps que la question peut être devenue obsolète avant que l'Académie ait pu rendre ses conclusions. Le plus efficace, c'est si vous avez des échanges réguliers. J'ai beaucoup travaillé sur ce sujet-là moi-même, à organiser des rencontres parlementaires avec les scientifiques. À l'OPEX, on a régulièrement des petits déjeuners communs avec les académies des sciences, Académie des technologies, Académie de médecine, pour échanger au fur et à mesure sur les sujets de fond d'actualité, avant que le problème se pose ou avant même qu'il y ait un projet de loi, une proposition de loi à évaluer. Bon. Donc, il y a besoin de cette parole pour des questions de culture scientifique, mais aussi parce qu'aujourd'hui, la science est extraordinairement présente dans les arguments politiques, extraordinairement. Mais dans tous les côtés, vous avez quelqu'un qui va dire il faut baisser la production de pesticides et tout ça, il va venir avec des arguments scientifiques. Son adversaire qui dit il faut maintenir les pesticides va venir aussi avec des arguments scientifiques. Quelqu'un qui va dire il faut libérer les dauphins des delphinariums va venir avec des arguments scientifiques. Un autre qui va vous dire non, il ne faut pas le faire, viendra aussi avec des arguments scientifiques. Un débat compliqué à plusieurs facettes, un temps un peu compliqué, vous avez des centaines d'études scientifiques dessus, en fonction de l'angle, des conclusions qui peuvent varier, parfois des contradictions qui relèvent de protocoles différents, parfois de malhonnêteté aussi, parfois des études qui sont dirigées, influencées, parfois une façon qu'ont certains lobbies très efficacement de susciter des recherches scientifiques tous azimuts sur un problème pour noyer le poisson. Ça a été bien étudié et ça a été emblématique dans le cas du tabac, où il s'agissait pas de nier le facteur cancérigène du tabac, mais de faire croire que le cancer du poumon, c'était multifactoriel et qu'il y avait plein de causes et que ce n'était pas juste une question, principalement une question de cigarette. Donc, il y a pour déjouer tous les pièges de cette évaluation en multiples facettes, vous avez besoin aussi de scientifiques au cœur de la machine politique. Merci encore pour cette réponse. On va donner à présent la parole à Anthony. Oui, pardon. Bonjour monsieur, merci pour votre intervention. Ça n'a un peu rien à voir avec ce que vous venez de dire, mais concernant l'IA, donc étant donné que les hommes sont quand même soumis à certains biais, et donc c'est eux qui programment justement ces IA, à quel point vous pensez que programmer une morale pour l'IA qui puisse correspondre aux intérêts de l'homme est urgent et important dans cette optique-là? Merci beaucoup. Aujourd'hui, programmer une morale de l'IA ne veut pas dire grand-chose, parce que ce n'est pas comme si on injectait dans l'IA un certain nombre de préceptes. Ce qui veut dire, ce qui a sens, c'est se donner des principes éthiques quand on programme l'IA, que les groupes qui programment l'IA, les groupes qui mettent en place les outils pour accomplir différentes tâches et certains outils, certaines règles, certains garde-fous en tête. Des histoires de transparence, de préservation de la vie privée, de chasse systématique au biais, etc. etc.
Il y a un ouvrage qui a fait référence là-dessus, c'est l'ouvrage de Cathy O'Neill, Weapons of Math, avec un jeu de mots, Distraction, qui a donné là pour dire aux algorithmiciens, attention les amis, ça peut être extrêmement dangereux de l'IA si elle est programmée avec des mauvaises intentions ou si elle est programmée de façon négligente et qu'il y a des erreurs qui se mettent en place. Il y a quelques années, ce domaine était en friche. Aujourd'hui, il a été bien labouré et vous avez énormément d'organisations nationales, supranationales, de conseils qui ont été mis en place. Mon rapport a contribué à en mettre certaines en place, par exemple le Comité consultatif national d'éthique en intelligence artificielle, qui est tout droit une émanation de mon rapport sur l'intelligence artificielle et qui était inspiré aussi par l'exemple de certains autres pays. C'est un enjeu maintenant qui, dans les règles, est moins important parce qu'il y a eu des centaines à travers le monde de travaux sur ce que devait être l'éthique de l'IA et il y a une convergence très forte aujourd'hui sur les grands principes. C'est sur leur mise en œuvre maintenant qu'est l'enjeu. Mise en œuvre, ça veut dire la formation des programmeurs, des étudiants en particulier, le niveau. De la même façon que si vous voulez faire respecter l'ordre dans la société, vous avez besoin de lois, mais vous avez besoin aussi de services d'ordre, de forces de police et puis de système judiciaire qui vient avec efficacité assurer le maintien de l'ordre. Si vous n'avez pas cet exécutif, ça ne sert à rien d'avoir des bonnes lois. Si vous avez les bons principes, mais que vous n'avez pas des ingénieurs, des programmeurs bien formés, ça ne sert à rien. Et donc, cet enjeu de formation aujourd'hui, c'est l'enjeu principal. Il s'acquiert pour beaucoup à travers des projets, à travers des réflexions pluridisciplinaires, des études de cas dans lesquelles se renvoie la balle, des profils très variés. C'est quelque chose sur quoi vous pouvez travailler. Profil des questions économiques, des questions philosophiques, des questions d'ingénierie, etc. Et n'hésitez pas, vous avez ce partenariat avec l'Institut Polytechnique de Paris sur des enjeux d'intelligence artificielle. Il faut en profiter. François, tu pourras poser ta question tout à l'heure. Simplement, la question que j'avais reçue tout à l'heure et que je m'apprêtais à lire traitait du même sujet. Donc, en décembre dernier, Google a licencié Timnit Gebru, la co-directrice de l'équipe éthique de l'IA, une des spécialistes les plus respectées en la matière. Elle a été l'une des premières à démontrer comment les algorithmes peuvent être discriminatoires et comment ils peuvent renforcer les biais racistes de ceux qui les utilisent. Plus de 4000 scientifiques ont signé une pétition pour se soulever contre le licenciement. Pourquoi pas vous ? Très franchement, je sais plus quelle était l'actualité. La pétition n'est pas arrivée jusqu'à moi. Ou peut-être que ceux qui ont initié la pétition se sont dit qu'il valait mieux pas mêler de politique, mais je l'aurais signé sans hésiter si elle était arrivée jusqu'à moi. Ça a été une maladresse incompréhensible de la part de Google, et quand on entrait dans les coulisses du cas, un manque de professionnalisme qui est incompréhensible de la part d'une société connue par ailleurs sur bien des thèmes pour son professionnalisme. Donc, soutien de tout cœur. D'accord. François, tu peux y aller. Oui, bonjour Monsieur Villani. J'avais une question d'ordre mathématique. Parmi les problèmes mathématiques posés par Hilbert au début du XXe siècle, lequel, à votre avis, sera le prochain à être résolu et parmi tous ceux qu'il a posés, lequel est le plus important pour l'avenir des maths? Franchement, je ne sais pas. La réponse à la première question, c'est je ne sais pas. La réponse à la seconde question, c'est je ne sais pas. Misha Gromov, l'un de mes héros, voire demi-dieu mathématique, a coutume de dire, a dit, on ne sait jamais si un problème est facile ou difficile avant de le résoudre. C'est un peu provocateur, mais des fois, c'est seulement quand on voit la solution qu'on se rend compte à quel point c'était difficile. Et ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma carrière que je me lance sur un problème en me disant que ça va être facile et finalement ça a l'air monstrueux. Et il n'y a pas longtemps encore, on discutait avec d'autres collègues d'un programme de recherche qui avait été lancé par plusieurs chercheurs, Haim Brezis, Petru Mironescu, Jean Bourgain en la matière. Et Jean Bourgain, qui était médaille Fields et l'un des analystes les plus puissants de toute sa génération, voyant le problème tel qu'il avait été exposé par les deux autres, s'était convaincu qu'il suffirait de quelques heures pour le résoudre. Finalement, on s'est retrouvé à travailler pendant 7 ans dessus,
pendant 15 ans, pardon, avec 7 articles publiés par le trio. On ne sait jamais, des fois des problèmes qui semblent simples sont extraordinairement difficiles, des fois des problèmes qui sont très difficiles, finalement avec le bon regard s'avèrent plus simples. Bon. Alors, il y a les problèmes aussi qui résistent depuis un siècle et pour lesquels on ne trouve rien, bien sûr. Par exemple, le plus célèbre d'entre eux, la conjecture de Riemann, bien sûr, l'hypothèse de Riemann sur le positionnement des zéros de la fonction des états de Riemann dans le plan complexe et qui a à voir avec la distribution des nombres premiers. Est-ce que c'est le plus important? Qui sait? Il y a une œuvre de science-fiction il y a quelques années qui est parue, ça s'appelait quoi? With the Humans, dans lequel l'auteur imaginait qu'une civilisation extraterrestre qui nous observe nous épie pour savoir si on va résoudre la conjecture de Riemann. Et quand il découvre qu'un professeur est en train, l'a résolu, se mettent un plan pour le neutraliser parce qu'ils savent que si les humains la résolvent, ça les fera accéder à un stade de technologie supérieure qui les transformera en une menace pour leur civilisation. C'est la science-fiction, mais qui sait? Peut-être dans les problèmes qui aujourd'hui sont les plus chauds, je vais reprendre la base. Peut-être la base d'abord, les problèmes de Hilbert, c'était en 1900, les 23 problèmes de Hilbert. 100 ans plus tard, il y a eu les 7 problèmes de l'Institut Clé qui ont été annoncés par la Fondation Clé au Collège de France, j'y étais, qui sont 7 problèmes, disons, réactualisés. L'un a été résolu, c'est la conjecture de Poincaré, résolue par Grégory Perelman. Les 6 autres tiennent et sont toujours considérés comme des monuments, chacun d'entre eux. Peut-être celui qui est le plus, alors l'hypothèse de Riemann en fait partie aussi, mais peut-être celui qui aujourd'hui a le plus d'actualité, c'est P égale NP, celui de savoir si n'importe quel problème dont la solution est vérifiable en un temps polynomial est aussi résoluble en un temps polynomial, qui est emblématique de cette discipline qui est la complexité algorithmique. C'est peut-être pas après tout le problème le plus important, mais c'est le plus emblématique, et ça vient dans tout cet ensemble de problèmes où on se demande qu'est-ce que c'est un algorithme compliqué, quels sont les problèmes difficiles à résoudre ou pas. La différence entre mathématiques et informatique, c'est qu'en informatique, on ne se demande pas si on peut résoudre le problème et quelle est la démonstration, mais on se demande quelle est la complexité du calcul qui permet de construire la solution. Et ce problème P égale NP, il est emblématique de ce genre de problème. Un ouvrage qui m'a beaucoup marqué quand je l'ai lu, celui de Les Valiant, qui s'appelle Probablement approximativement correct. J'ai fait la préface de l'édition française. C'est un titre étrange, mais il est assez accessible pour des personnes qui ont un tant soit peu de culture scientifique. Probablement approximativement correct. Insiste sur le fait qu'il nous manque une grande théorie scientifique qui combine probabilité, théorie de la complexité, théorie de l'apprentissage, et dans lequel on puisse exprimer des problèmes aussi variés que la résolution de problèmes par intelligence artificielle ou l'évolution des espèces, qui est un processus avec les différenciations des espèces, des organes, des fonctions dans le vivant, ou l'évolution de la complexité dans les différents domaines de la connaissance, par exemple la complexité dans le domaine de l'architecture ou qui sait quoi. Et il me semble qu'il y a là des problèmes qui sont absolument fascinants et qui vous montrent qu'il y a des théories scientifiques entières encore à découvrir. Alors, Monsieur Villani, je me permets de prendre la parole rapidement. J'ai la chance de pouvoir activer moi-même mon micro, donc j'en profite. Donc vous avez évidemment dû voir attendez, avec la vidéo, c'est mieux. Pardon, excusez-moi, vous pourrez me voir poser ma question. Vous avez dû voir, donc vous avez quand même vu l'intervention de Madame Vidal autour de l'islamo-gauchisme dans le milieu universitaire. Je voulais savoir votre réaction par rapport à ça et par rapport à ce. Alors, je ne sais plus si c'est une commission d'enquête, si c'est un rapport qui a été demandé. Où je m'y perds toujours un peu dans ces travaux politiques, mais voilà, je voulais avoir votre avis sur ce travail qui va être lancé dans le milieu universitaire, dans ce milieu de la recherche également, et qui touche notamment les scientifiques le scientifique que vous étiez et que vous êtes devenu. Oui, je ne comprends pas pourquoi la ministre a prononcé ces paroles et je ne souhaite pas perdre une minute de mon temps à commenter sur ce thème et sur ce mauvais procès qui est fait par certains
au monde universitaire. Je suis en totale solidarité avec les réactions du CNRS et de la CPU en la matière. Et j'en dirai pas plus. On a reçu une autre question par… Voir que les débats aujourd'hui, enfin, notre société a le chic pour se lancer dans des débats absurdes. Hein, les débats de ces derniers jours, c'est pour ou contre la viande dans les cantines, pour ou contre l'islamo-gauchisme, dont on ne sait même pas ce que ça veut dire en termes universitaires, pour ou contre l'écriture inclusive, alors que nous avons là en face de nous les questions liées à la transition environnementale, la transition les débats, les questions de société, par exemple par rapport à la sobriété énergétique, par rapport à la sobriété en termes de construction, par rapport au changement radical de tous nos modes de vie, un défi qui est juste inouï. Hein, Aurélien Barraud a écrit ce petit bouquin qui s'appelle, je ne sais plus comment, le plus grand défi de l'histoire de l'humanité ou quelque chose comme ça. Il n'exagère pas. Il est hors de question de perdre son temps sur des querelles qui n'ont pas de sens dans une telle période. Merci beaucoup pour cette réponse. Alors, une question qu'on a reçue également sur Sanofi. Sanofi, qui a réalisé en 2020 un chiffre d'affaires record grâce à la pandémie, a annoncé récemment qu'elle supprimerait 400 emplois de chercheurs en France et 1700 emplois en Europe, et elle continue en même temps de recruter en Chine au lieu de privilégier la main-d'œuvre française ou même européenne. Dans le même temps, environ 80% des principes actifs de nos médicaments sont déjà produits en Chine. Est-ce que, selon vous, alors je ne comprends pas très bien la question, mais oui, renforcer cette dépendance semble être problématique tant d'un point de vue sanitaire qu'économique et politique. Quelle doit être la part de la France dans le financement de la recherche d'organismes privés, organismes qui se voient fixer leurs objectifs en conseil d'administration par leurs actionnaires, et que faire quand ces objectifs sont contraires à l'intérêt national? Ici, il y a un sujet, le sujet est grave et important. D'abord, comme l'auteur de la question, je suis choqué par l'état actuel de la situation. Comment ça se fait qu'au pays de Pasteur, nous n'ayons pas réussi à mettre sur pied un programme de vaccin qui aboutit? Il y a une part de risque et de chance, bien sûr, toujours dans ces questions-là. Mais quand ça vient dans un tel contexte avec des diminutions de postes et d'investissements dans la recherche, évidemment, on en vient à se demander s'il n'y a pas un problème bien plus grave de sous-investissement dans l'avenir. Et à coup sûr, ça va faire partie des travaux parlementaires à venir. Donc, je ne peux pas répondre à votre question aujourd'hui sur les causes, les mécanismes éventuellement pervers et le niveau de gravité, mais très, très clairement, ça va être sur notre agenda à l'OPEX et la situation m'apparaît très inquiétante. Pour ce qui est de la dépendance par rapport à la Chine, bien sûr que c'est inquiétant aussi et que ce serait aberrant que de renforcer cette dépendance par rapport à la Chine. On a une dépendance industrielle qui est extrêmement forte, et en particulier pour la production de médicaments. Si maintenant sur la partie recherche, qui est quand même l'une des grandes forces européennes, on se met à dépendre encore plus de la Chine, c'est juste inadmissible. Et donc, ces décisions-là, telles qu'elles apparaissent, telles qu'elles me sont apparues, ces décisions me semblent aller dans le sens contraire à nos intérêts. Ça demande une investigation plus poussée, bien sûr, avant de porter un jugement définitif. Merci. On reçoit beaucoup de questions par Zoom. Je rappelle que vous pouvez les poser directement en face caméra en utilisant l'option « Lever la main ». Donc, une question qu'on va recevoir est la suivante. Le système d'accès aux grandes écoles basé sur les classes préparatoires et des concours sélectifs, système rarement imité dans le reste du monde, vous semble-t-il pérenne dans un contexte de plus en plus globalisé? Ou bien vivons-nous les dernières générations de ce système pour une plus grande harmonisation avec nos voisins européens, avec les pays de l'OCDE, de l'accès aux filières d'excellence? Je pense et j'espère que le système des classes préparatoires a encore de beaux jours devant soi. Il est vrai qu'il y a des ajustements et des équilibres à trouver sur le partage des tâches entre les classes préparatoires et les classes universitaires. Et il est vrai qu'aujourd'hui, le système est globalement déséquilibré en faveur des classes préparatoires.
Pour autant, je pense qu'une harmonisation serait un appauvrissement, que la diversité des profils est importante. Et les classes préparatoires sont aussi un des éléments majeurs, en particulier dans certaines disciplines. Mathématiques, ça joue un rôle capital. C'est un système qui est avantageux par rapport à l'international. D'ailleurs, on voit quand on fait les comparaisons à âge égal avec différents pays, on voit qu'on a tendance à être plutôt derrière. Je parle de ce que j'ai potassé, en particulier en mathématiques, plutôt derrière avant l'arrivée de la prépa et à passer devant au niveau de la prépa, tellement l'effort qu'on fait au niveau de la prépa est considérable. Et en même temps, il y a des profils pour lesquels la prépa n'est pas adaptée et des gens qui font des brillantes carrières en étant complètement hors système prépa. D'ailleurs, ceux que j'évoquais tout à l'heure, je vous parlais de Jean Bourgain, Haïm Brezis et Petru Mironescu, qui sont d'origine franco-israélienne, franco-roumaine et belge, et qui ont fait l'essentiel de leur carrière en France, tous les trois, et dont aucun n'est passé par les classes préparatoires, et qui sont trois chercheurs du plus haut niveau qui se puisse imaginer en la matière. Donc, il y a des gens pour qui la classe préparatoire, ce n'est pas la bonne solution, et c'est très bien comme ça. Il y a aussi le système des classes préparatoires intégrées qui est apparu, classe préparatoire intégrée à l'université qui est apparu et qui a de beaux jours devant lui. Le système va encore se mouvoir, mais je pense que la disparition des classes préparatoires au profit d'un modèle unifié serait un appauvrissement pour la France. Et il y a beaucoup de différences dans les systèmes d'enseignement supérieur et de recherche d'un pays à l'autre en général, hein, même si la forme universitaire est bien sûr le standard. Derrière ça, il y a beaucoup de façons différentes de voir les cursus, les spécialités, etc. Et c'est bien comme ça. On se rappelle que la devise de l'Europe, c'est l'unité dans la diversité. Unité ne veut pas dire uniformisation. Et c'est le boulot du politique et des administrations et des gouvernances que de trouver comment gérer la diversité sans l'aplatir. Merci. Encore une question. Avec la médaille Fields, vous avez incontestablement atteint un summum avec l'âme mathématique et vous avez donc compris qu'il était temps de passer à autre chose, en l'occurrence de s'engager en politique. Vous vous êtes fait élire dans le 5e circonscription de l'Essonne, sur le plateau de Saclay. Vous êtes présenté à la mairie de Paris. À chaque temps, son échelle, et il faut y aller progressivement. Cependant, avez-vous des aspirations, des convictions, des ambitions à une autre échelle, notamment à l'échelle européenne? Ça rejoint ce que vous disiez tout à l'heure. Ce qui est ironique, en fait, dans toutes les années de mon engagement européen, dans les 2010, j'avais en tête, et aussi j'étais influencé par l'exemple d'Henri Cartan, je me disais, le premier mandat politique auquel je candidaterai, naturellement, ça sera celui de député européen. Mais le sort n'en a pas décidé ainsi, ce ne sont pas les occasions qui se sont présentées. J'ai été cependant membre du premier conseil scientifique de la Commission européenne et du second conseil scientifique de la Commission européenne. Je le mentionne parce que le premier conseil fonctionnait tellement mal et était une telle perte de temps inouïe que le fait que je me sois réengagé pour le second conseil était bien une marque de mon énergie et de mon enthousiasme au service de la cause européenne. Ce deuxième conseil existe encore. Ça s'appelle aujourd'hui le groupe de haut niveau, High Level Group, du système du SAM, je ne sais plus pour quel est l'acronyme, en tout cas du système de conseil scientifique de la Commission européenne, et c'est une fonction très importante. N'importe quel projet politique doit se développer aussi avec son conseil scientifique. Dans les institutions européennes, on a l'exécutif qui est joué dont le rôle est joué par la Commission, on a le Parlement, on peut, au-delà du Parlement européen, considérer que le Conseil européen, c'est une sorte de chambre haute, un peu façon Sénat à l'échelle européenne. Il manquait un conseil scientifique, bien sûr, ça a été mis en place donc assez récemment, et ça a été mon implication pour l'instant à l'échelle européenne dans les arcanes institutionnels. D'autres reviendront. Je vous parlais tout à l'heure de mes projets de laboratoire d'idées qui doit démarrer et dont j'espère bien qu'il pourra se déployer à une échelle européenne dès le début. J'ai acquis la conviction dans mes combats politiques
à l'heure, vous parlez de différentes étapes. On apprend énormément en faisant les choses, et en hémicycle, j'ai appris beaucoup de choses. Et ce que j'ai vu et revu, c'est à quel point aujourd'hui l'échelle européenne est fondamentale pour dénouer des enjeux nationaux aussi. Parmi les débats sur lesquels je me suis beaucoup investi, vous avez pu voir que j'ai fait partie des députés les plus résolument engagés contre la réintroduction des néonicotinoïdes pour les cultures de betteraves, suite au déboire qu'a connu cette filière, la jaunisse de la betterave, parce que les néonicotinoïdes sont un poison pour la biodiversité extraordinaire. Et les arguments qui sont venus et revenus en faveur de leur réintroduction temporaire, employée par le gouvernement, c'était en premier lieu l'échelle européenne. Si nous, en France, on s'est interdit, mais qu'en Europe, ailleurs, en Pologne, par exemple, il y a du sucre de betterave qui est produit avec une néonicotinoïde, ça fera une distorsion de concurrence, donc on ne peut pas le faire. Après, je me suis engagé sur la cause animale. Les arguments qu'on reçoit encore et toujours quand on dit, franchement, il faut arrêter le système dans lequel nous sommes aujourd'hui, où 98% des lapins sont élevés en cage, où 85% des porcs élevés en France ne voient jamais la lumière du jour, sauf le jour où ils vont à l'abattoir, où la majorité des poules pondeuses sont encore en cage. Quand vous dites il faut changer ce système et aller résolument vers quelque chose, parmi les arguments qu'on vous oppose, c'est toujours si on se met à faire comme ça, mais que nos voisins européens ne le font pas, ça fera une distorsion de concurrence, les agriculteurs français seront pénalisés, c'est impossible. Et c'est comme ça sur tous les sujets. Sur la 5G, quel était l'argument majeur du gouvernement pour dire il faut y aller sans attendre le moratoire? C'est de dire si nous, on ne fait pas maintenant cet investissement 5G alors que les autres pays en Europe le font, eh bien on sera en retard. Vous voyez, ça c'est 3 exemples, mais je pourrais vous en citer encore plein. Et à chaque fois, j'ai pu voir et constater à quel point le débat politique, il est influencé par le débat européen et comme quoi l'action, elle doit se faire aujourd'hui et demain encore plus au niveau européen. Alors, d'autres choses que j'ai apprises dans ces engagements et des leçons que j'ai tirées de la campagne parisienne, par exemple, c'est l'importance, avant de se demander quelles sont les alliances, l'importance de travailler sur le fond et de travailler les sujets en amont des échéances électorales en prenant tout le temps qu'il faut pour les approfondir avec les experts, en organisant la dialectique, en organisant les comparaisons internationales et tout ce que vous voulez, de sorte que c'est seulement une fois que vous êtes extrêmement solide sur le fond que vous y allez sur les prises de position publiques. Et puis le fait de s'inscrire dans un collectif aussi, et le collectif, vous ne pouvez pas le construire pendant l'échéance, vous n'avez juste pas le temps, vous avez trop de pression, il faut qu'il soit prêt avant. Aujourd'hui, il a fallu du temps avant que je trouve une identité politique qui me convienne et convienne à mes engagements. Aujourd'hui, je vous disais, je suis dans le collectif Écologie, Démocratie, Solidarité, qui est un petit collectif à l'Assemblée nationale, mais qui est très, très, très énergique. Je suis aussi apparenté au groupe Génération Écologie, même si je ne suis pas adhérent, l'un des groupes écologiques, l'un des partis écolos du moment, avec qui a pas sur certains sujets des positions qui ne sont pas exactement les mêmes que celles de ELV. Et cela, disons, participe à l'ensemble de briques dans lesquelles mon action politique devra s'inscrire dans la durée. Et j'insiste bien dans la durée. Tous les grands changements qu'on évoque, que ce soit sur l'IA, que ce soit sur la transition environnementale, que ce soit sur les grands enjeux de l'enseignement supérieur et de la recherche, c'est tous des enjeux qui sont à voir à l'échelle de la décennie. Ou sur les animaux, la résolution que je portais, la proposition de loi que je portais, elle proposait sur une échelle de 20 ans la disparition de l'élevage intensif, et donc le fait que tous les élevages aient un accès au plein air sur 20 ans. Mais le faire en moins serait irréaliste. 20 ans, c'est extrêmement résolu déjà. Donc, sur ces actions dans la durée, pour ces actions dans la durée, doit aussi se faire un engagement politique dans la durée avec des méthodes de travail, des équipes et des positionnements politiques qui se construisent dans la durée. Alors, une dernière question, si vous nous le permettez, de Thomas, qui est avec nous, mais qui ne peut pas la poser apparemment. Que pensez-vous de l'intérêt de la 5G pour faire face à la crise climatique? Merci. Honnêtement, je ne vois pas où est l'intérêt de la 5G pour faire face à la crise climatique. Alors, 5G est plus économe à niveau de transmission constant que la 4G, c'est incontestable, mais tout le monde sait qu'il y a un effet rebond qui fait que de toute façon, on va
transmettre beaucoup plus de données avec la 5G qu'avec la 4G, qu'il y aura plein d'usages en plus. Aujourd'hui, l'usage majeur de la 5G tel que déployé en Chine sont les jeux vidéo en groupe. Ce n'est pas que ce soit un usage illégitime ou un usage honteux, mais simplement ça va arranger en rien la question climatique. Ce qui, sur certains vont vous dire la 5G, ça va participer aussi à la révolution des objets connectés, aux capteurs qui permettront de mieux apprécier les situations, de faire de l'optimisation énergétique et tout ça. Vous n'avez pas besoin de 5G pour faire tout ça. Vous avez besoin de connectivité très faible. Et même Ludovic Lemoine de Sigfox vous dirait qu'il vous suffit d'avoir de la 0G, c'est-à-dire des dispositifs, des capteurs qui transmettent des informations à très bas débit et très faible énergie. La 5G, elle est utile pour des applications quand vous voulez de la simultanéité, quand vous voulez faire alors les applications habituelles qu'on évoque, c'est des opérations chirurgicales à distance, de la voiture autonome, du pilotage de choses à distance où il faut réagir en temps réel. Derrière ces applications, je ne vois rien qui va aider à sauver le climat. Et donc, pour l'instant, je suis plutôt sur l'avis du Haut Conseil pour le climat qui avait fait une analyse très, très pessimiste sur l'impact de la 5G, en tout cas à moyen terme, sur la question climatique. Et quand je dis 5G, je dis bien 5G, pas juste la technologie 5G, mais tout ce qui est déployé avec, et en particulier l'ensemble des terminaux, des objets, de l'Internet des objets, et tout ce qui est prévu pour aller avec. Comme on sait bien, la technologie en soi n'est ni bonne ni mauvaise, c'est toujours l'usage qu'on en fait. Maintenant, il faut bien admettre que sur bien des sujets, la technologie vient en nous dictant un certain rythme, en nous apportant, de par les usages que nous en faisons, certains problèmes que nous n'avions pas auparavant. La discussion sur Twitter tout à l'heure, ou ne serait-ce que la discussion sur le cyberharcèlement, en est évidemment un cas évident. Bien sûr, l'Internet, c'est la connexion, les réseaux sociaux, c'est davantage sociabilité, mais c'est venu aussi avec des problèmes de mal-être, de malaise et des problèmes de santé absolument considérables. Et à peu près, on peut le dire, de bien des technologies. Alors certains, tout à l'heure j'ai cité Ivan Illich, qui dans les années 70 théorisait qu'il fallait mettre des limites, imposer des limites aux technologies avant qu'elles arrivent au point où elles devenaient une gêne, voire un esclavage pour l'humanité, et il le déclinait sur tous les domaines. On faisait déjà le calcul à l'époque que la transition du vélo à la voiture, quand on regarde la vitesse moyenne de la voiture, mais qu'on le rapporte au fait qu'il y a des embouteillages, au fait qu'il y a tout le temps passé à trouver où garer sa voiture, tout le temps passé à entretenir sa voiture, tout le temps passé à gagner, à travailler pour gagner l'argent qui permet d'acheter sa voiture et tout ça, et qu'on prend tout ce temps et qu'on rapporte les distances parcourues à ce temps effectif, on obtenait finalement à peine mieux que la bicyclette, et qui interpellait le progrès là-dessus. Alors maintenant, ça c'était en 1970, on sait que depuis la taille des voitures a augmenté, que les voitures sont devenues des objets globalement plus consommateurs, plus problématiques pour l'environnement, pour le climat, pour les embouteillages, et ça aussi doit nous interroger, bien sûr. En l'affaire, rien n'est tout blanc ni tout noir, mais il faut pouvoir poser les problèmes avec toutes leurs facettes. Écoutez, Monsieur Villani, je pense que nous arrivons au terme de cette conférence. Nous avons déjà dépassé un peu et abusé de votre temps. Merci énormément pour vos réponses, pour ces questions auxquelles vous avez répondu, très intéressantes. J'avoue que sur certaines, j'ai pu être quelque peu perdu, étant peu scientifique de mon côté, mais c'était super intéressant et je pense que vous avez pleinement répondu aux questions des étudiants. Et à titre personnel, je tiens aussi à dire que c'est alors rare, c'est peut-être un grand mot, mais en tout cas, c'est pas commun d'avoir une franchise comme la vôtre, et c'est super intéressant d'avoir aussi cette franchise-là, cet avis-là, et d'entendre cette parole pour nous qui sommes encore étudiants et qui avons un peu d'espoir pour l'avenir, disons. Donc voilà, je tenais encore une fois à vous remercier. Merci également énormément à Agathe et Louis qui ont beaucoup travaillé autour de cette conférence, et merci à Monsieur Stolz d'avoir posé sa question durant la conférence. C'était votre conférence, vous aurez donc le mot de la fin, et je salue l'ensemble des étudiants et des personnes présentes durant cette conférence, et je vous dis à très vite pour une nouvelle conférence HEC Débat.
À vous, Monsieur Villani. Un très grand merci à vous pour cette conférence très bien organisée. La franchise que vous évoquez est aussi le fait que je me sentais en confiance dans cet environnement d'étudiants. Oui, c'est relativement rare dans le monde politique où tout est filtré pour aussi éviter toutes les déformations et tous les détournements. Vous êtes étudiant, profitez. J'ai jamais été aussi heureux de ma vie que quand je pouvais étudier. Alors, je mets de côté les questions familiales et mes propres enfants, mais en tout cas, à titre professionnel, j'ai jamais été aussi heureux que quand je pouvais étudier, progresser et apprendre sur un nouveau problème. Les périodes de rédaction de certains de mes ouvrages ou la période qui m'a mené à la médaille Fields, que j'ai raconté dans certains ouvrages. Je les inscris mal. C'était des efforts extraordinaires, mais c'était des périodes rétrospectivement, je vois à quel point c'était des périodes de bonheur passées à l'étude et à la découverte. Le plaisir pur de découvrir et de rechercher, et profitez-en dans vos qualités d'étudiant. Ça m'arrive assez régulièrement qu'on me demande des conseils pour les jeunes, et mes conseils sont toujours un peu les mêmes, de toujours être en mouvement. Une fois que vous maîtrisez un sujet, passez au sujet suivant, ou demandez-vous comment du sujet que vous êtes là, vous pouvez en profiter pour aller à la rencontre d'un autre sujet et découvrir de nouveaux horizons. Donc, être toujours en mouvement. Un sujet qui est un conseil qui est de jamais vous laisser mettre dans des cases. Ça, c'est une de mes hantises personnelles aussi, et j'ai souvent des réactions très fortes et parfois très émotionnelles quand j'ai l'impression qu'on est en train de me mettre dans une case ou de me réduire à un profil type. Mais ça a été dans certaines périodes de ma carrière très important, et j'aurais jamais décroché un médaille Fields si j'avais pas eu en tant que mathématicien un profil pluridisciplinaire, à cheval sur plusieurs sujets, sur plusieurs communautés, plusieurs façons de penser, et finalement à me retrouver sur un sujet auquel je n'avais pas du tout pensé au départ. Très important aussi, un conseil capital que j'oublie jamais: laissez une part au hasard dans ce qui vous adviendra, dans vos études, dans votre carrière. Le hasard vous mènera forcément vers des horizons auxquels vous n'auriez jamais pensé, et parfois beaucoup, beaucoup mieux que ce que vous auriez pu prédire. Cette souplesse, elle est absolument indispensable si vous voulez vous réaliser pleinement. Mes chers amis, il me reste à vous souhaiter une belle soirée, une sortie le plus vite possible du Covid et des restrictions insupportables que cela entraîne sur vous en termes de relations sociales, et de longues années passées à construire et à travailler pour un monde meilleur. Je vous remercie. Belle soirée à tous. Merci encore.